Bienvenue à cette rencontre conférence Liège Créative et merci de nous avoir rejoints aussi nombreux pour cette conférence que nous vous proposons dans le cadre du festival Nourrir Liège. Vous en avez sans doute entendu parler, peut-être dire que vous avez déjà participé à l'une ou l'autre manifestation. Le festival Nourrir Liège bat actuellement le plein avec vraiment toute une multitude de propositions, de rendez-vous. Alors, il se passe soit en ville à Liège, soit au QG du festival installé à Herstal, quelquefois aussi en ligne. Et de notre côté, voilà, comme vous le constatez, nous avons opté pour la rencontre en ligne. C'est ce que nous privilégions à Liège Créative depuis maintenant 1 an, pour continuer à vous offrir et à vous ouvrir cet espace de rencontre permanent. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui très précisément, c'est de nous pencher sur notre alimentation et sur nos habitudes de consommation qui sont fortement influencées par l'industrie agroalimentaire, une industrie qui s'est bien développée ces dernières années. Et cette réflexion apparaît essentielle aujourd'hui quand on met en parallèle eh bien, l'influence et nos modes de consommation alimentaire modernes avec également l'augmentation de pathologies et notamment digestives. Alors, il y a une prise de conscience qui existe, je pense. Bon, je le redis, mais je pense que le festival Nourrir Liège, s'il est là, c'est bien pour prôner autre chose et parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà bien conscients de cette importance de revenir à une alimentation plus saine, plus locale, plus de saison. Et c'est ce que nous prolongerons dans le débat avec l'intervention de Pauline Minguet, voilà. Donc Pauline va prolonger la réflexion en ouvrant un peu sur un débat de santé publique, ce que le docteur Reinhardt aura d'abord amené dans son exposé. Donc Catherine Reinhardt est gastro-entérologue au CHU. Elle travaille dans l'équipe du professeur Louis. Elle est spécialisée dans la prise en charge des maladies inflammatoires intestinales. Alors, elle participe à pas mal de projets de recherche. Elle est également chargée de cours adjointe en faculté de médecine, où elle donne des cours de nutrition, et également des cours sur les allergies et les intolérances alimentaires. Elle est présidente de la Société liégeoise de gastro-entérologie. Et donc, on va l'écouter pendant une quarantaine de minutes. Je pense qu'elle va apporter pas mal d'éléments de réponse par rapport à ce qu'on vient déjà d'échanger brièvement entre nous. Un tout grand merci d'abord Delphine pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Donc, c'est toujours un plaisir de venir parler à ce genre d'initiative euh, qui s'adresse vraiment à une thématique tout à fait moderne, d'actualité et qui en plus a cet avantage de regrouper un public large avec des niveaux de compétences très différents et très variés, ce qui enrichit fortement la qualité de l'auditoire et puis la qualité de la discussion ultérieure. Donc, un grand merci. Donc évidemment, comme ça a été tout à fait bien mis en évidence par les questions de Delphine, donc voilà, l'alimentation est un vrai problème de santé publique et un des mots numéro un qui vous est venu en tête, et puis toutes ces corollaires sont les pathologies qui en découlent, c'est bien entendu l'obésité, qui est bien entendu liée à la façon dont on mange. Et donc, c'est un problème mondial, c'est un problème de santé publique. Et on voit que finalement, près de 2 milliards de personnes sont en excès de poids sur Terre. 600 millions de personnes sont obèses. Et ce qui est tout à fait affolant, c'est de se dire que ça a doublé depuis 1980. Et en Belgique, un adulte sur deux est en surpoids. Donc, on rattrape à grands pas les Américains avec tous les problèmes qui vont en découler. Alors, bien entendu, c'est lié à 2 éléments. Bien entendu, la manière dont on mange ou d'où on boit et ce genre d'aliments, comme vous pouvez le voir, ultra transformés, ultra gras, bourrés d'additifs, d'émulsifiants, d'allergènes et j'en passe, sont consommés, de façon de plus en plus quotidienne, que ce soit en dehors à la maison, ma foi, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais également à la maison. Et alors, le deuxième problème, bien entendu, c'est, la sédentarité. Alors, c'est vrai que après, c'est un débat philosophique. Il faut trouver du temps pour faire du sport, il faut trouver du temps pour bouger. La meilleure façon est sans doute de l'intégrer à son quotidien, mais les 2 éléments, sédentarité et modification des habitudes alimentaires, mènent évidemment à toute une série de problèmes de santé. Donc, on a 2 possibilités. Essayer déjà de modifier notre environnement avec déjà la possibilité d'offrir une alimentation plus saine, moins transformée, avec un retour davantage aux sources, etc. De se créer également un environnement qui serait peut-être plus propice à une vie active pour éviter la sédentarité. Et après, bien entendu, il faut modifier son comportement individuel.
Donc, l'objectif ici de Stopo, c'est d'essayer de vous montrer le rôle potentiel de l'alimentation dans certaines pathologies digestives. Donc, moi, je ne suis pas agronome, je n'ai pas fait Jean Blou, donc je vais avoir des difficultés à vous expliquer les différents processus de transformation des aliments liés à l'industrialisation. Moi, ce que je vais plutôt vous montrer, ce sont les conséquences qu'on peut voir, nous, en tant que médecins spécialisés dans les maladies digestives, et des pistes de réponses pour essayer de comprendre pour quelles raisons l'alimentation peut potentiellement déclencher certaines maladies. Donc, première question, l'alimentation favorise-t-elle le déclenchement de pathologies digestives? Et la deuxième question très très intéressante, parce qu'on voit que les gens tentent de modifier leur régime alimentaire quand ils ont une pathologie digestive, ou que les gens de façon globale, peut-être en réaction, comme ça a été cité dans les différents éléments de réponse, ont tendance peut-être de façon réactionnelle à essayer de retrouver une alimentation plus pure, plus naturelle, et donc peut-on finalement se soigner par l'alimentation? Donc, on a beaucoup de pathologies digestives, dites immunitaires, qui sont en augmentation ces dernières années. Donc, ça, c'est mon dada, c'est les maladies inflammatoires intestinales. Donc, nous avons à gauche le Crohn et à droite la rectocolite. Donc, ce sont des maladies pas auto-immunes, hein, c'est des maladies dites immunitaires. Il y a des phénomènes d'hyperactivation inflammatoire digestif un peu permanents. Donc, la maladie de Crohn, ça va de la bouche à l'anus avec des ulcères, de l'inflammation. La rectocolite, c'est plutôt une maladie colique. Et vous voyez que ces deux maladies inflammatoires, qui étaient pas forcément très fréquentes dans les années 70, augmentent de façon progressive depuis les années 90, 2000. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus pour le moment. Donc, il n'y a pas un biais de diagnostic. Ce n'est pas parce qu'on en diagnostique plus, parce qu'on est plus performant qu'il y en a plus. C'est aussi parce que réellement, il y en a plus. Et donc, si on regarde la distribution géographique de ces maladies inflammatoires intestinales, que ce soit le Crohn à gauche ou la rectocolite à droite, on peut voir de façon très évidente, même si c'est tout petit les pays, qu'il y a énormément de maladies de Crohn et de rectocolite au Canada, aux États-Unis, dans le nord de l'Europe et également pour les pays en jaune en Europe de façon globale. Et donc, c'est vrai que c'est assez interpellant de se dire que ça marque, ça stigmatise complètement les pays industrialisés. Bon, il n'y a pas de Crohn en Afrique, maintenant ils ont d'autres soucis, mais ça signifie quand même qu'il y a un problème dans notre façon de vivre, de fonctionner, de nous alimenter. Autre maladie dont la prévalence est en augmentation, c'est la maladie cœliaque. Donc, la maladie cœliaque, c'est l'allergie au gluten. Et vous voyez que progressivement, la maladie cœliaque augmente au fil des années. Alors ici, pour aller un petit peu plus en détail, clairement, cette prévalence est en augmentation dans les pays en voie de développement. C'est lié à une augmentation de la consommation de gluten. Donc le gluten, bah, voilà, ça fait partie de l'alimentation de base, hein. Manger du pain, c'est vraiment la base même de notre alimentation. Mais nous vivons dans une société où, indépendamment de la qualité du gluten, ce qui est un petit peu moins mon sujet, on en mange beaucoup trop. On mange du pain, des sandwichs, des céréales, on mange des pâtes. Et donc, finalement, la consommation de gluten est quand même assez importante. Et on voit ici en bas, dans les pays industrialisés, que cette prévalence a doublé en Finlande entre 1975 et 2000. Et on voit que aux États-Unis, ça a été multiplié par 5. Parallèlement, on voit ici sur le petit graphique en bas à droite que le diabète de type 1 est également en augmentation. Alors, d'autres pathologies digestives sont également en augmentation. Les allergies, pas seulement les allergies digestives, mais les allergies au sens large du terme. Alors, bon, ça, il y a toute une série d'allergènes alimentaires qu'on peut mettre en évidence de façon majeure. Bah, on a les œufs, on a le lait, etc. On a les arachides. Mais les allergènes alimentaires ne signifient pas uniquement être allergique à un aliment. On peut être allergique à quelque chose qui se situe dans cet aliment et qu'on y a ajouté. Et donc, bien entendu, on est allergique pas à l'aliment, mais aux additifs qu'il contient. Alors là, il y en a tout plein, hein. Dans les colorants, il y a la tartasine, toute une série de conservateurs, les antioxydants, tous les exhausteurs de goût. Et c'est ça qui rend vraiment la tâche de l'allergologue extrêmement difficile, parce que quand on fait une anamnèse alimentaire, on n'a pas toujours un aliment qui sort, mais le tableau est assez évocateur d'une allergie. Et en fait, c'est parce qu'en fait, on est allergique aux additifs, on est allergique à d'autres choses. Autre chose, par exemple, comme ces allergènes masqués qui sont le fruit de l'industrialisation, qui sont difficiles à identifier par rapport aux protéines alimentaires. C'est par exemple l'amandon d'abricot pour aromatiser les pâtisseries, la papaïne dans la bière, etc. Donc tout ça pour dire que toutes ces choses qu'on ajoute vont être source de différentes pathologies et notamment peuvent être source d'allergies.
Alors, pourquoi est-ce que toutes ces pathologies sont en augmentation depuis ces dernières années? Donc, vous pouvez voir ici sur votre gauche que toute une série de pathologies vont disparaître, notamment les pathologies infectieuses, la fièvre rhumatoïde, la tuberculose, l'hépatite A, etc., la rougeole. Ces pathologies sont en déclin, voire même ont disparu, grâce bien entendu à l'avènement de la vaccination. Mais bon, il n'y a pas de vaccin contre la tuberculose, donc ce n'est pas qu'un problème de vaccination, enfin, pas un vrai vaccin pur et dur, hein, il y a le BCG, mais bon, ce n'est pas le sujet. Et parallèlement à ça, on voit que toute une série de pathologies immunitaires vont augmenter. On pense à l'asthme, on pense au diabète. Vous voyez ici la maladie de Crohn qui explose, la sclérose en plaques, etc. Et donc finalement, bah, on aimerait bien tenter de comprendre pour quelles raisons. Mais vous savez qu'étudier l'environnement est quelque chose qui est extrêmement difficile parce que dans l'environnement, bah, il y a quoi? Il y a bien entendu l'alimentation, mais il y a également les antibiotiques, il y a les infections, il y a le climat, il y a le tabac, il y a toute une série de choses. Et donc, toutes ces études qui visent à étudier l'environnement, alimentation incluse, sont extrêmement difficiles. Alors, c'est vrai que dans l'hypothèse de l'hygiène, bon, la photo est pas très jolie, hein, mais c'est vrai que par le passé, on se rend compte effectivement que les enfants étaient beaucoup plus amenés à être éduqués, à la campagne. Ils buvaient du lait non pasteurisé, ils étaient en contact beaucoup plus précoce avec des animaux, avec du foin, même avec certaines matières fécales. Bon, je dis pas qu'il faut élever son bébé, au milieu des vaches dans une étable, mais néanmoins, maintenant, on vit dans un milieu qui est extrêmement, aseptisé. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois les pubs pour le Détol, là où il faut tout désinfecter au Détol dans sa cuisine pour que, soi-disant, il n'y ait plus aucune bactérie. Mais voilà, ce contact avec quand même certains éléments pardon, de l'environnement permettent quand même d'éduquer notre système immunitaire, d'éduquer notre système immunitaire digestif et de développer certains phénomènes de tolérance. Et donc, il est évident que si ce phénomène de tolérance ne se développe pas, il peut peut-être se produire d'autres mécanismes. Ça, c'est un exemple tout à fait simple, c'est un exemple parmi d'autres. On va regarder ici la flore intestinale d'enfants qui vont rester sains, c'est-à-dire indemnes d'allergie, versus en bas des enfants qui seront plus tard allergiques. Et on voit que dès la naissance, donc là, ce n'est pas uniquement lié à l'environnement, on voit que dès la naissance, il y a un déséquilibre au niveau de deux familles de bactéries qu'on va trouver dans la flore intestinale. Chez les enfants qui sont sains, on aura beaucoup plus de Clostridia et beaucoup moins de bactéroïdès, alors que chez l'enfant allergique, et ce dès très rapidement après la naissance, on va observer un shift avec une prédominance de bactéroïdès et de Clostridia. Et donc, on voit que tout ça peut être entretenu par l'environnement, mais il y a bien entendu une composante génétique. Et la flore intestinale, qui n'est pas le sujet du jour, va jouer un rôle également extrêmement important dans le déclenchement de toutes ces pathologies, également parce qu'elle est influencée par notre alimentation. Alors, au niveau des maladies inflammatoires intestinales, il y a énormément de croyances des patients sur l'alimentation. Donc, quand on interroge les gens, c'est assez flagrant. Déjà, 15% des patients pensent que la MICI a été déclenchée par leur régime alimentaire. Alors, ont-ils raison ou pas? On va en discuter. Plus de la moitié pensent que l'alimentation joue un rôle dans le risque de rechute. Plus de 70% ont déjà réalisé une consultation en nutrition. Et un peu moins de la moitié déclarent que le diagnostic a diminué de façon drastique leur plaisir de manger. Alors, qu'en est-il réellement? Alors, comme je disais, étudier les facteurs environnementaux pour le déclenchement de certaines maladies, c'est extrêmement compliqué parce que les facteurs environnementaux sont larges. Voilà, je vous en ai cité quelques-uns. Ceux qui sont le mieux définis en maladies inflammatoires intestinales, c'est le tabac, puisqu'on a beaucoup plus de Crohn chez les fumeurs et beaucoup moins de rectocolite chez les fumeurs. L'effet est inverse, ce n'est pas bien expliqué. Certaines bactéries peuvent jouer un rôle dans le déclenchement des maladies inflammatoires intestinales, ça a été démontré. Et puis tout ce qui est alimentation ou autre chose comme l'allaitement maternel, etc., tout ça est un peu plus vague. Néanmoins, on a quand même des résultats d'études épidémiologiques qui vont nous démontrer que, effectivement, les graisses animales riches en oméga-6, les sucres raffinés, tout ce qui est fast-food et boissons dérivées sont associés à un risque augmenté de développer des maladies inflammatoires de l'intestin, tandis que la consommation de poissons, notamment riches en acides gras oméga-3, en fruits et légumes également, a plutôt tendance à avoir un effet protecteur par rapport à l'émergence de ces pathologies. Donc ça, c'est une dia qui a l'air potentiellement compliquée, mais elle va étudier, c'est une étude très, très bien faite, donc la dysbiose, donc vraiment ce dérèglement au niveau de la flore intestinale qu'on retrouve chez nos patients avec une maladie inflammatoire intestinale. On retrouve également la qualité du mucus
qu'on va avoir au niveau de l'intestin, ainsi que la perméabilité de l'intestin. Et vous voyez que, par exemple, le fait de consommer une alimentation qui est riche en sucre raffiné, riche en graisse, riche en gluten, riche en émulsifiants, en taurine, pauvre en fibres, va favoriser une espèce de dysbiose, donc un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, avec un switch plutôt en faveur de bactéries qui vont être pro-inflammatoires, un switch en faveur de bactéries qui vont augmenter la perméabilité intestinale. Ici, c'est démontré également, les émulsifiants, une alimentation pauvre en fibres, riche en maltodextrine, va augmenter la perméabilité intestinale en altérant la capacité du mucus, en altérant toute une série de récepteurs, etc. Et donc, la manière dont on mange va véritablement altérer le microbiote, va altérer notre perméabilité intestinale, et tous ces éléments peuvent favoriser l'émergence de certaines pathologies. Un petit mot sur le microbiote. On voit ici le microbiote d'un patient sain, le microbiote d'un patient avec un Crohn. Déjà, on voit que quand on regarde le nombre de bactéries présentes, donc la diversité de la flore intestinale, elle est beaucoup plus large chez un patient sain que chez un patient Crohn. La barre est moins haute. Et en plus, il a beaucoup trop peu de firmicutes. Les firmicutes sont des souches de bactéries de notre microbiote qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Et on voit que ces patients ont une altération du microbiote qui pourrait potentiellement être lié à l'alimentation ou pas, mais tout ceci contribue au déclenchement des MICI chez des individus génétiquement prédisposés. Donc, alimentation et risque de MICI, ça a été bien démontré l'augmentation du risque de rectocolite chez les consommateurs de sucre rapide et de soda. Les consommateurs les plus importants de fibres vont avoir un risque de 40% moindre de développer une maladie de Crohn, mais essentiellement des fibres d'origine originaires de fruits. Alors pourquoi? Je n'en sais rien, mais il semblerait qu'en plus, toutes les fibres ne soient pas équivalentes. Et tout ce qui est graisse, acides gras oméga-6, viande rouge est associé à un risque augmenté de Crohn et de rectocolite. Donc, on a quand même des éléments de réponse par rapport au risque de MICI. Et il y a une étude tout à fait récente qui vient de sortir, mais je ne l'ai pas reprise, qui semblerait suggérer qu'un régime méditerranéen pourrait être protecteur. Et donc, c'est vrai qu'en Europe, d'ailleurs, il y a moins de MICI dans les pays du sud de l'Europe que dans les pays du nord de l'Europe. Un petit mot sur les émulsifiants. Les émulsifiants, vous savez bien ce que c'est, hein. Ça va permettre, en les ajoutant, que deux liquides non miscibles deviennent miscibles. Et donc, forcément, ces émulsifiants vont être utilisés de façon relativement large dans toute une série d'aliments que nous consommons. Et là, quand même, sur les émulsifiants, il y a quand même pas mal d'études. Donc, on voit ici que parallèlement à l'augmentation de la consommation d'émulsifiants dans certains pays, il y a une augmentation des maladies inflammatoires. Alors, ça, c'est simplement une corrélation, hein, ce n'est pas une étude de cause à effet, c'est juste une association. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, il y a clairement un effet délétère des émulsifiants sur notre intestin. Donc, on voit ici la barrière intestinale avec les cellules gobelets qui vont produire le mucus, qui est une couche protectrice et qui va diminuer la perméabilité intestinale. On a aussi ici les petites jonctions qui assurent cette imperméabilité de l'intestin. Et vous voyez que si on intègre, si on ingère des émulsifiants, ceux-ci vont avoir un impact direct sur le microbiote avec des augmentations de perméabilité intestinale, une diminution de production de mucus, ce qui indirectement augmente la perméabilité de l'intestin. Donc, on va avoir plus de translocation bactérienne, plus d'inflammation muqueuse, et il va aussi y avoir un effet délétère au niveau du foie. Donc ça, c'est des études chez la souris. Bon, tout le monde n'est pas chercheur dans l'assemblée, mais c'est pas grave, les résultats sont assez explicites. Ce sont des souris qui sont prédisposées à faire des colites. On va leur donner soit de l'eau en bleu, soit deux types d'émulsifiants en jaune ou en mauve. Et on regarde ici le risque de colite. Et ben, on voit que si on ne donne que de l'eau, la souris qui est prédisposée fera une colite, mais pas dans tous les cas et certainement pas de façon forcément sévère. Mais si on ajoute des émulsifiants, le risque de développer une colite est beaucoup plus important. Et en fait, ça a aussi été démontré que ces émulsifiants stimulaient les bactéries pro-inflammatoires de la flore intestinale, ce qui est un des mécanismes par lequel la colite va survenir. Donc, ça a été bien démontré chez les souris que les émulsifiants induisent des colites. Alors, ça peut aussi induire du cancer. Donc ici, ce sont des cellules cancéreuses qu'on a étudiées chez des souris. Et on voit ici que si on leur donne de l'eau versus deux types d'émulsifiants, eh bien, on a beaucoup plus de risques de développer des cellules cancéreuses si on donne des émulsifiants à boire aux souris par rapport à simplement de l'eau, qui est le contrôle négatif. Donc, les émulsifiants jouent aussi un rôle dans l'incidence des cancers digestifs.
Les émulsifiants jouent un rôle aussi dans le syndrome métabolique, hein, donc cette obésité qui est associée à une résistance à l'insuline, une augmentation du profil lipidique. Et à nouveau, chez des souris, vous voyez ici le poids. Si on donne juste de l'eau, le poids peut augmenter gentiment, alors que ce poids va augmenter de façon plus majeure si on donne des émulsifiants. La masse grasse, ça sera plus importante. L'appétit sera également beaucoup plus important, ainsi que la glycémie postprandiale. Donc, on voit qu'il y a un effet de résistance à l'insuline qui s'installe. Et donc, tout ça est difficile à reproduire chez l'homme, mais en tout cas, chez les souris, le modèle est tout à fait bien validé. Alors, une autre qui est donc, il y a toute une série d'autres choses hein, qui ont été étudiées, mais on ne sait pas être exhaustif. Il y a beaucoup d'études sur l'aluminium qui ont été faites à Lille. Il y a beaucoup d'études aussi à Lille où ils essayent d'étudier la qualité du sol et la pollution du sol, la pollution de l'air par rapport à l'émergence des Mickey, parce qu'il y a beaucoup de Mickey dans le nord de la France. Donc voilà, il y a toute une série d'autres choses en cours et donc vous trouvez, tout ça n'est bien sûr pas exhaustif dans ce que je vous présente. Alors, quelque chose de très intéressant maintenant, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, peut-on soigner sa Mickey avec l'alimentation? Hier, j'ai encore fait un nouveau diagnostic de Crohn chez une femme jeune qui m'a dit qu'elle avait été voir sur Internet, qui m'a dit qu'elle avait parlé autour d'elle et que les gens lui avaient dit que ce n'était pas possible, que je ne lui ai pas proposé de régime, que ce n'était pas possible. Mais en fait, voilà, je vais vous répondre. Est-ce qu'on peut vraiment soigner sa Mickey avec l'alimentation? Alors, je ne vais pas tout vous détailler, le tableau est assez imbuvable, mais je vais vous l'expliquer. Alors, il y a plein de régimes d'éviction qui ont été testés en Mickey, des régimes spécifiques orientés sur les carbohydrates, des régimes pauvres en FODMAP. Donc, les FODMAP, vous savez sûrement, hein, ce sont ces aliments qui sont hautement fermentables par notre flore intestinale. Et on a aussi étudié des régimes sans gluten. On a aussi étudié une alimentation dite anti-inflammatoire, c'est-à-dire avec relativement beaucoup de fibres, peu de sucre, pas d'alcool, pas de viande rouge, même très peu de viande blanche. Enfin bref, tout ça a été étudié et les différentes études de qualité, contrôlées, randomisées, sont négatives. Donc, quand on regarde ces études-là, il n'y a pas d'impact de l'alimentation sur le devenir de la Mickey. Il y a quand même une étude récente que je n'ai pas reprise faute de temps, qui suggérerait quand même que lorsqu'il y a une adhérence importante, donc ce n'est pas une fois de temps en temps, lorsqu'il y a une adhérence importante à un régime méditerranéen, il semblerait quand même qu'il y ait plus de temps passé en rémission qu'en poussée chez des patients avec une maladie inflammatoire intestinale. Donc, en gros, quels sont les conseils qu'il faut donner aux patients? C'est de manger sain, c'est d'éviter les aliments transformés, c'est d'avoir une alimentation qui est davantage orientée vers un régime méditerranéen, mais s'astreindre à un régime d'exclusion stricte n'a aucun sens chez ces patients. Alors après, on a les régimes de supplémentation. Donc, par exemple, on sait que toute une série d'acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, vont avoir un rôle extrêmement favorable au niveau du tube digestif. Donc, le butyrate, c'est vraiment c'est la gamelle du colonocyte, quoi. C'est l'aliment de la cellule intestinale. Et s'il n'y a pas du butyrate, l'intestin, il a vraiment une sale tête. Donc, ça, c'est ce qu'on voit chez les patients qui ont une poche avec une partie d'intestin dérivé. Cet intestin dérivé qui n'a plus une flore normale, il a vraiment une sale tête, il est tout pâle, il saigne, il n'est pas beau. Et donc, ce butyrate a aussi un rôle important pour orienter la flore intestinale vers une flore qui est plutôt anti-inflammatoire. Et donc, l'idée intéressante est de se dire, donnons du butyrate, donnons des fibres, des acides gras à chaîne courte pour aider notre microbiote, etc. Déjà, on se rend compte que toutes les fibres ne vont pas avoir le même effet. Donc, en fonction de ce qu'on donne ici comme fibre, on va finalement, à terme, donner plus de butyrate, plus d'acétate, plus de propionate. Et donc, en fait, il ne suffit pas juste de rendre des fibres parce qu'on va manger plus de fruits, plus de légumes. En fait, on ne sait pas très bien si on va plutôt être pourvoyeur de butyrate, d'acétate, de propionate et si le but sera atteint. Et donc, ce n'est pas tout à fait simple. Toutes les bactéries n'ont pas le même effet, toutes les fibres ne sont pas équivalentes entre elles et tous ces régimes de supplémentation n'ont pas démontré d'efficacité. Donc, voilà ici, parce qu'on en parle beaucoup, hein, le curcuma. Alors, le curcuma peut avoir un petit impact au niveau articulaire, anti-inflammatoire. Le curcuma pourrait diminuer le risque de cancer du côlon. Ça, c'est démontré. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais dans les maladies inflammatoires intestinales, ça ne sert à rien. Les supplémentations en oméga 3 n'ont pas démontré d'efficacité. La glutamine, n'en parlons même pas. C'est ce que la plupart des nutritionnistes donnent comme supplément. Des nutritionnistes avec une formation pied, enfin pas de formation plutôt, donnent ce genre de choses. Très coûteux, tout à fait inutile. La vitamine D, alors là, on s'est rendu compte que ce n'était pas juste une vitamine, mais qu'elle pouvait jouer un rôle en temps
qu'agent vraiment dans le système immunitaire, mais malheureusement, on a été très déçus. Toutes les études avec la vitamine D sont négatives. Les prébiotiques, ça marche pas. Les probiotiques, ça marche pas, sauf certains dans une indication très spécifique, c'est pas le sujet. Ça, c'est pour les mythes. Alors, je vais dire un petit mot de la maladie cœliaque et du gluten, parce que ça, le gluten, il est diabolisé. La plupart des gens n'en mangent plus pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Vous savez que le gluten, c'est en fait une combinaison de gliadine et de gluténine qui est présente dans de nombreux aliments. Et donc, du coup, il est presque impossible de ne pas en manger si on ne s'astreint pas à un régime strict. Alors, la pathologie numéro un liée au gluten, c'est la maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune qui est déclenchée par l'ingestion de gluten. Et ce qui est surtout très intéressant dans cette dia, qui est un grand classique, c'est que pour une maladie cœliaque diagnostiquée, il y en a 4 qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'on n'y pense pas forcément, parce que les symptômes ne sont pas forcément extrêmement typiques. Donc, il y a des gens qui sont constipés, il y a des gens qui ont des symptômes qui font plus penser à l'intestin irritable et personne ne va jamais penser à les biopsier le duodénum. Et puis aussi parce qu'il y a des formes latentes, des formes silencieuses, des formes asymptomatiques. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, c'était une maladie mortelle. Et les symptômes de la maladie cœliaque, c'est pas facile. Les symptômes classiques, en fait, c'est que 25% des gens. Donc, ce syndrome de malabsorption, parce que le fait d'ingérer du gluten, ça va déclencher une réaction inflammatoire qui va complètement détruire vos villosités intestinales. Plus de villosité, plus d'absorption. Donc, diarrhée, perte de poids, carence, etc. Mais ça, c'est un quart des gens. Il y a un cinquième des gens qui n'ont pas de symptômes et la moitié des gens ont des symptômes extrêmement bâtards. Alors, soit des choses un peu atypiques comme une anémie isolée, comme une dermatite herpétiforme, ou alors carrément bêtement de la constipation. Et du coup, on exclut la maladie cœliaque parce que le patient n'a pas de diarrhée. Donc, ce n'est pas si simple. Alors, quels sont les facteurs favorisant la maladie cœliaque? Donc, je ne vous montre pas les détails, mais c'est une magnifique étude de population où ils ont étudié plus de 10 000 enfants avec un gène de prédisposition pour la maladie cœliaque et aussi un gène de prédisposition pour le diabète. Ça, je m'intéresse moins à ces résultats-là. C'est l'étude TEDDY, si vous êtes intéressé. Il y a plein de publics qui sortent sur TEDDY. Et donc, en fait, ils ont regardé tous ces enfants. Une fois par an, ils faisaient des marqueurs de maladie cœliaque à la prise de sang et ils ont corrélé tous les mois tout ce qu'ils faisaient, les antibiotiques, les infections, l'alimentation, tout, 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 tout. Alors, l'allaitement maternel n'était pas protecteur, l'alimentation maternelle non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le timing d'introduction du gluten dans la vie de l'enfant n'était pas un facteur favorisant de maladie cœliaque chez des individus prédisposés. Donc maintenant, parfois, on dit, oh là là, il ne faut pas introduire le gluten trop tôt chez les bébés, tout ça. Eh bien, ça n'a strictement rien à voir et ça a été démontré dans TELI. Par contre, c'est la quantité de gluten qu'on ingère durant les 5 premières années qui, elle, va être déterminante. Et ça a été bien démontré dans cette étude qui incluait 6 centres, dont 3 centres américains. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la source de gluten, c'était les cookies essentiellement. En Italie, c'était les pâtes. Et c'est vraiment la quantité de gluten que l'enfant ingère qui peut augmenter le risque de maladie cœliaque si on est prédisposé. Le mode d'accouchement n'a pas été démontré parce qu'on pourrait dire plus de césarienne, etc. La géographie, si on vivait en Scandinavie, on avait plus de risque d'être cœliaque pour un même profil de risque par rapport aux Américains, par exemple. Une histoire familiale de maladie cœliaque, c'est bien démontré. Les facteurs génétiques, c'est bien démontré. Le fait d'être une femme. Et puis alors, il y a toute une série de choses qu'on ne sait toujours pas. La flore intestinale, les vaccins, les infections dans l'enfance, on ne sait pas. Donc ça, voilà un petit peu l'état des lieux en 2020 pour les facteurs environnementaux et le risque de maladie cœliaque chez les individus génétiquement prédisposés. Alors maintenant, le gluten, on va passer sur une partie plus à la mode. Il y a plein de gens qui ne mangent pas de gluten. Alors, est-ce que réellement, ça vaut la peine de ne plus manger du gluten? Est-ce que réellement, c'est mauvais pour la santé? Est-ce que réellement, ça attaque le corps? C'est pas évident de manger sans gluten. C'est quelque chose qui est source de frustration quotidienne, source de stress également. Et donc, en fait, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité, cette toxicité du gluten sur le corps? Alors évidemment, j'aurais pu l'updater un peu, hein, parce que maintenant, il y a d'autres personnes, mais bon, il y a le roi qui mange sans gluten, il y a Djokovic, il y a Jennifer Aniston. Alors, c'est vrai, quand on les voit qui mangent sans gluten, on se dit que ça pourrait peut-être être une piste pour améliorer son image ou ses performances sportives. Et donc, effectivement, toutes ces personnalités qui affirment haut et fort que le gluten, c'est mauvais, bah, c'est quelque chose qui fait son petit bonhomme de chemin chez monsieur et madame tout le monde et ça incite à se lancer dans des régimes comme ça, un peu sauvages, auto-initiés. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça?
Ça, c'est une étude américaine qui démontre en fait que quand on regarde une large population qui mange sans gluten, plus de la moitié le fait parce qu'ils pensent que c'est plus sain. Donc le gluten, c'est mauvais, c'est pas bon pour le corps. Un quart, c'est pour perdre du poids. Une petite partie, c'est parce qu'ils veulent diminuer des plaintes digestives qu'ils auraient et qui pensent que le gluten augmente leur inconfort digestif. En mauve, ceux qui pensent que ça donne un inconfort global, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires. Et au final, ceux qui mangent sans gluten vraiment parce qu'ils sont cœliaques, on ne les voit pas, ils sont là. Alors, le seul point positif de la chose, c'est que maintenant, il y a plus de produits sans gluten pour les patients. Le point négatif, c'est qu'on mélange tout. On mélange les effets de mode, on mélange les hypersensibilités au gluten, les allergies au blé, les cœliaques, et ça devient un melting pot épouvantable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde au fil du temps l'intérêt sur Internet, régime sans gluten, en gris foncé, ça explose. Alors, tout le monde s'intéresse à comment manger sans gluten. Mais par contre, personne ne s'intéresse à la maladie cœliaque. Ce qui signifie bien que ceux qui veulent manger sans gluten en regardant sur Internet, ce n'est pas des cœliaques. Sinon, ils auraient aussi regardé maladie cœliaque sur Internet. Et donc, il y a vraiment un gros effet de mode depuis les années 2010. Alors, est-ce que ça fait maigrir? Non. Petite étude ici qui a étudié l'apparition du syndrome métabolique après 12 mois de régime sans gluten. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de syndrome métabolique après 12 mois de régime sans gluten qu'avant. Alors, pourquoi? C'est pas que le gluten donne le diabète, c'est tout simplement que ces gens sombrent dans des compensations. Les produits sans gluten sont très gras, sont très sucrés, sont très caloriques. On va manger plus de fromage, on va compenser et donc finalement, au final, on commet des erreurs alimentaires en pensant bien faire. Est-ce que ça augmente les performances sportives? Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, donc en fait, on est obligé de croire ce que Djokovic raconte, mais si on fait un petit peu de med, il n'y a pas grand-chose. On se rend compte ici qu'en tout cas, pour quelles raisons est-ce que des athlètes vont faire un régime sans gluten, donc des athlètes de haut niveau, au moins la moitié vont manger la moitié du temps sans gluten, et en général, c'est auto-initié, c'est parce que le coach le suggère, c'est parce qu'on va voir sur Internet, et l'avis médical finalement ne compte que dans 13% des cas. Donc beaucoup de sportifs vont manger sans gluten en fait. Alors là, c'est la seule étude que j'avais trouvée en son temps 2015, j'en ai toujours pas retrouvé. On a testé 13 cyclistes, ils ont fait 7 jours de régime sans gluten, ils ont fait un effort sportif significatif. 7 jours de régime avec gluten, ils ont refait le même effort et en fait, la performance était similaire. Donc, Djokovic est vraiment fort et le gluten n'a rien à voir là-dedans. Alors après, il y a une nouvelle entité qui est arrivée, qui est l'hypersensibilité au gluten. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais ce n'est pas vraiment une intolérance alimentaire comme les autres intolérances. C'est des symptômes qui vont mimer la colopathie fonctionnelle, hein, donc des ballonnements, des douleurs, des diarrhées, etc., mais aussi des plaintes extradigestives avec de la fatigue, des douleurs articulaires, des maux de tête. Ça survient quelques heures après la prise de gluten, ça finit par se résoudre et dès qu'on reconsomme du gluten, ça récidive systématiquement. Alors, préférences alimentaires comme les autres, je vais vous le montrer. Donc, est-ce que ça existe? En fait, le problème, c'est que c'est déjà souvent un autodiagnostic. C'est les gens qui se proclament eux-mêmes intolérants au gluten, pour ne pas dire allergiques, parce que c'est souvent le mot qu'ils emploient. Le régime est généralement auto-initié. Et alors, le gros problème, j'ai encore eu le cas la semaine passée, c'est que la maladie cœliaque n'est pas exclue. Elle n'est pas exclue dans 70% des cas si le régime est auto-initié, dans 70% des cas si c'est initié en médecine alternative, 46% des cas si c'est le médecin traitant, et c'est encore le diététicien qui fait le mieux. C'est capital d'exclure une maladie cœliaque si on commence un régime strict sans gluten, parce qu'une fois que le patient est sous régime sans gluten strict, après, diagnostiquer la maladie cœliaque, on n'en est plus capable. Et être hypersensible au gluten, ce n'est pas le topo du jour, mais ou être cœliaque, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Alors ici, c'est un peu busy comme slide, mais l'idée de tout ça, c'est de vous montrer la toute première étude qui a été publiée en 2013 et qui a en fait montré que chez des personnes non cœliaques qui mangeaient du gluten, dans certains cas, eh bien, il y avait des phénomènes inflammatoires qui se passaient. Donc, on mange du gluten versus du riz, qui est le contrôle négatif, eh bien, on se rend compte qu'il y a toute une série de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF, certains facteurs de croissance, etc., qui vont être produits alors que ces gens ne sont pas cœliaques. Et il y a aussi une augmentation de la perméabilité intestinale. Et c'est sur base de cette étude que l'intolérance au gluten qu'on croyait être une intolérance alimentaire comme les autres, a été reclassée en hypersensibilité au gluten, où on sait qu'en fait, il y a des phénomènes immunitaires qui se produisent. Ce n'est pas des cœliaques et on ne sait pas encore tout bien caractériser.
Donc, pour conclure, il y a vraiment une explosion des pathologies inflammatoires, tout ça parallèlement à une modification des habitudes alimentaires. Il y a un rôle, bien entendu, des aliments transformés, comme je vous l'ai dit, des émulsifiants, des aliments gras, des sucres raffinés. Alors, il y a beaucoup de régimes d'éviction et de supplémentation qui sont proposés. C'est marketing, hein, tout ça, des compléments également alimentaires, et tout ça n'est pas du tout validé, en tout cas pour le traitement des MICI ou pour toute une série d'autres prises en charge. Et alors, je pense qu'il faut également se méfier de tous ces pièges marketing, de ces effets de mode qui vont en fait déboucher à des dérives, à des régimes d'exclusion stricts qui en fait n'ont jamais démontré leur efficacité. Donc voilà, j'espère que j'ai respecté le timing et je suis à votre disposition pour les différentes questions. Merci beaucoup, docteur Reynars. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vraiment remis les pendules à l'heure par rapport à beaucoup de croyances qu'on a. Je propose comme ça, on ouvre tout de suite la voie à la réflexion qu'on voulait apporter en complémentarité à votre exposé. Donc, comme je l'avais dit, on propose cette conférence dans le cadre de Nourrir Liège. Et puis, de façon générale, à Liège Créative, on aime bien de réunir parfois des points de vue complémentaires. Enfin, je dis parfois, mais c'est systématique. Deux intervenants à la tribune pour voilà, croiser des univers et des réflexions. Et donc, aujourd'hui, on a proposé à Pauline Minguet. Alors, Pauline, elle est infirmière de formation et elle travaille actuellement au service des soins intensifs et d'aide médicale urgente au CHU de Liège. Mais ici, elle va intervenir sur base de son travail de fin d'études effectué dans le cadre de son master en santé publique il y a quelques années. Elle pourra faire des liens avec son métier actuel de toute façon. Et ce master, donc, elle l'a terminé avec un travail qui portait sur le lien qu'on peut faire entre les initiatives citoyennes de transition en matière d'alimentation et une meilleure santé. Et donc voilà, on voulait simplement lui permettre d'un petit peu partager pourquoi elle a fait ce travail au départ de son métier qu'elle pratique aujourd'hui et quelles ont été ses conclusions. Et puis on vous donnera la parole à tous pour réagir ou questionner à la fois le docteur Reynars et Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer cet exposé par me présenter donc en quelques mots et expliquer la raison pour laquelle j'ai la chance d'avoir été invitée à introduire ce sujet de la transition d'un point de vue alimentaire. Infirmière de formation et détentrice d'un titre professionnel en soins intensifs et aide médicale urgente, j'ai réalisé il y a près de 3 ans un master en sciences de la santé publique à finalité promotion de la santé et prévention. L'aboutissement de ce master consistait bien entendu en la réalisation d'un mémoire. Exerçant dans le milieu des soins intensifs, j'étais interpellée dans ma pratique par les nouvelles réalités épidémiologiques et la fréquence des polypathologies chroniques de notre patientèle. C'est ce que l'on appelle, en jargon médical, la transition épidémiologique. Ces pathologies peuvent être digestives, comme l'a développé le docteur Reynars, mais ce n'est pas le seul système qui peut être atteint. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques respiratoires, les cancers, le diabète et bien d'autres. Je me suis alors posé la question, pourquoi et comment nos patients en sont-ils arrivés là? Il faut savoir que la santé publique s'interroge sur les facteurs qui déterminent la santé des individus et sur les relations qui existent entre ces différents facteurs. Bien que les liens de causalité soient assez difficiles à établir en santé publique, on peut notamment attribuer la transition épidémiologique aux habitudes de vie contemporaines et à la sédentarité. Je me suis donc interrogée sur le lien qui existe entre la santé des individus et l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors que je cherchais à préciser mon sujet de mémoire, j'entendais parler des initiatives de transition citoyenne, ce mouvement citoyen qui tente de créer une société plus durable. Pour ceux qui l'ignorent, ce mouvement des initiatives de transition a pris son essor en 2006 à l'initiative de Rob Hopkins, un formateur en permaculture en Grande-Bretagne. Le constat de Rob Hopkins, c'était le suivant. La situation économique et climatique est inquiétante. L'action doit donc être entreprise immédiatement et sans attendre les gouvernements. Les principales préoccupations du mouvement de transition sont le changement climatique et le pic pétrolier, mais plus récemment, la crise financière et économique a gagné en importance parmi les inquiétudes du mouvement de transition. À la suite du succès qu'a connu ce mouvement, ce dernier a rapidement pris une ampleur considérable et s'est répandu à travers le monde. Comme le recommande le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le mouvement de transition vise à bâtir des communautés résilientes, où la résilience renvoie à leur capacité à ne pas s'effondrer
aux premiers signes de pénurie, mais bien au contraire à s'adapter. Les actions concrètes qui visent à soutenir les actions concrètes du mouvement donc, visent à soutenir les quartiers pour adopter des mesures d'économie d'énergie, d'eau, réduire la production de déchets, promouvoir la consommation durable de l'alimentation et des moyens de transport à faible émission de carbone. Ces mesures-là, ce sont en fait des mesures d'atténuation qui sont également recommandées par le GIEC. Ces actions comprennent des conseils pour augmenter l'utilisation de nourriture locale, saisonnière et organique, des conseils sur le jardinage, le partage de produits, la création d'entreprises en énergie renouvelable. Je me suis alors largement documentée sur ces initiatives et je me suis demandé, ces personnes modifient donc l'environnement dans lequel elles évoluent, mais est-ce que ça a un effet sur leur santé? Un examen de la littérature scientifique m'a permis de confirmer le potentiel bénéfice sur la santé des initiatives de transition. Cependant, de nombreux auteurs s'accordent sur l'existence d'un problème relatif à la diversité des membres des initiatives de transition. On pourra y revenir plus tard si vous le désirez. C'est ce qui m'a conduit à l'époque à réaliser une étude de cas sur la participation des citoyens à une initiative pro-environnementale collective. Plus précisément, j'ai étudié d'une part le profil des membres des initiatives de transition, ainsi que les facteurs favorisant la participation, mais aussi les obstacles à la participation à une telle initiative. Il s'agissait donc d'une étude de besoin qui visait à déterminer la manière la plus adéquate de faire la promotion de l'action environnementale dans la commune étudiée, qui était la commune d'Ewaye. Voici ce qui ressort de mon étude concernant l'alimentation. Nous y voilà. Scientifiquement parlant, il n'est plus à prouver qu'au vu de la croissance démographique ou de la consommation abusive des ressources de la terre, ainsi que des denrées alimentaires, du changement climatique et du creusement des inégalités sociales de santé, la transition alimentaire semble tomber sous le sens et représenter l'alternative de choix. Cependant, la question à se poser en termes de santé publique est celle-ci. La population en est-elle informée? Il ressortait de mes entretiens que la population participant ou ne participant pas à une initiative collective pro-environnementale avait en général les connaissances suffisantes en matière de transition alimentaire. C'est-à-dire que la plupart savaient qu'il convenait de se diriger vers une alimentation raisonnée, locale, de saison. Cependant, dans le groupe des non-participants à l'initiative, bien que la plupart savaient comment le faire, ils ne le faisaient pas effectivement. Les raisons évoquées ont été le coût, la facilité d'avoir tout à portée de main dans les grandes surfaces et le temps perdu en faisant plusieurs magasins, et enfin, la difficulté de faire respecter l'interdiction de certains comportements alimentaires tels que la consommation de sucreries auprès des enfants. Cela suggère donc que la population manque de moyens au sens large pour pouvoir mettre en application cette transition alimentaire. Aujourd'hui, cela fait 1 an que je travaille à temps partiel dans la clinique post-soins intensifs du CHU de Liège, qui a été pensée et mise sur pied par le docteur Anne-Françoise Rousseau. Nous détectons et prenons en charge de manière multidisciplinaire les séquelles psychologiques, cognitives et physiques de nos patients qui ont séjourné longtemps aux soins intensifs. Et je constate plus que jamais les lacunes en termes d'actions éducatives et préventives dans le milieu de la santé. Il semble donc que les professionnels de la santé ont un rôle primordial à jouer. Ils sont en première ligne et bénéficient d'une certaine notoriété pour immiscer le changement et promouvoir un élan collectif auprès des citoyens. Néanmoins, je pense que la réussite de cette transition ne peut être un succès sans que les politiques se sentent concernés et impliqués. C'est grâce à leurs actions et décisions que le plus grand nombre pourra non seulement avoir les connaissances requises par le biais de l'éducation, mais aussi disposer des moyens de contribuer efficacement à la transition par l'accessibilité aux circuits courts, aux produits locaux, etc. Merci beaucoup pour votre attention.